Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. Cette semaine, retour sur l'affaire qui concerne le licenciement des 2 assistants de sécurité publique à Gland. En plateau, on donne la parole au syndic de la ville, Gérald Créteny. Notre image de la semaine, la voici. Marc Buller, gérant du salon de coiffure Cutskull à Séligny, a pu retrouver ses ciseaux entre inquiétude et émotion. Il dénonce les disparités entre les cantons. Enfin, jeudi, retour sur les traditionnelles élections communales. Cette semaine, honneur à l'UDC nyonnaise qui nous présente son candidat, Sacha Soliné. Retour sur l'affaire qui concerne le licenciement des 2 assistants de sécurité publique à Gland. Après avoir gardé le silence, la municipalité conteste les propos tenus par les syndicats. Nous recevons sur le plateau le syndic de la ville, Gérald Créteny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir accepté de communiquer maintenant ? Alors tout simplement parce que les syndicats qui représentent aujourd'hui les 2 personnes qui ont été licenciées ont donné des informations qui sont totalement fausses et nous estimons que pour la population, c'est nécessaire de pouvoir rétablir une certaine vérité. Mais est-ce que ce n'est pas justement un peu votre faute puisque jusqu'ici, vous avez gardé le silence? Non, pas du tout, parce que une affaire RH telle que celle que nous vivons ne devrait jamais réussir à sortir comme ça sur la voie publique. Donc ça doit pouvoir se régler dans un cadre qui est un cadre réglementaire, ce que nous avons parfaitement suivi. Il y a un moment donné, quand la parole dans la rue devient néfaste et surtout amène des contradictions et que la population peut ne plus comprendre ce qui se passe, en particulier sur des aspects qui ne sont pas directement liés à l'affaire, ça pose problème. Du point de vue extérieur, justement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi ces 2 employés ont été licenciés? Alors ça, c'est un des éléments dont je ne peux pas vous parler. Le fait du licenciement, c'est une affaire qui se règle effectivement entre l'employeur et puis les employés. Nous avons effectivement été amenés à devoir licencier ces personnes, mais il existe un cadre réglementaire que nous avons scrupuleusement suivi, avec lequel, y compris d'ailleurs le droit d'être entendu, pour arriver finalement à cette conclusion du licenciement. Et aujourd'hui, ces ex-collaborateurs ont parfaitement la possibilité d'ailleurs de mobiliser les instances judiciaires compétentes pour pouvoir faire recours. Ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, ce syndicat parle d'un règlement de compte, que finalement ces employés ont été un peu trop revendicateurs et que vous les avez mis à leur place parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. Non, du tout. Je crois que, d'ailleurs, les propos du syndicat sont différents, puisque les propos du syndicat, c'est de dire que ces 2 personnes faisaient partie de la commission du personnel et, de plus, étaient également syndiquées. C'est quelque chose dont on ne tient absolument pas compte. La commission du personnel, la municipalité n'intervient ni dans sa composition, ni dans sa manière de travailler. C'est une instance qui est véritablement gérée par le personnel et nous ne tenons absolument pas compte de cela, ainsi que la question du syndicat, puisque le droit de représenter existe, y compris dans le règlement du personnel de la commune de Gland. Tout de même, 2 licenciements, une démission annoncée pour la fin de l'année, 4 arrêts maladie. On a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans ce service? Il y a quelque chose d'obscur, ou du moins qui ne semble pas se passer correctement. Alors bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Je veux dire qu'il y a également une plainte pénale qui a été déposée, ce qui veut dire quand même qu'on est dans des motifs graves et que par rapport à cela, encore une fois, ça nous empêche de pouvoir communiquer par rapport à cela parce qu'il y a des procédures en cours. Et puis, d'autre part, alors effectivement, la volonté de la commune de Gland aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir rassurer la population. Non, la sécurité n'est pas mise en cause et toutes les tâches qui étaient effectuées par les ASP l'est déjà aujourd'hui. Alors on va y revenir d'ici quelques instants sur cette sécurité puisque vous voulez aujourd'hui rassurer la population. Mais tout de même aujourd'hui, ces employés, on vous reproche également le fait qu'ils n'ont pas pu discuter avec vous. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, il y a certains types de licenciements dans lesquels la discussion n'est juste pas possible. On a discuté avant avec eux, mais on n'a pas pu discuter à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'encore une fois, ils ont des possibilités de pouvoir se retourner. C'est des possibilités légales
qui est le fait de saisir une instance judiciaire qui peut amener un recours à ce niveau. Et pour l'instant, à notre connaissance en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Donc, autrement dit, si j'essaie de résumer vos propos, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur que vous êtes n'avait pas moyen ou justificatif justement à communiquer avec eux parce que la faute était trop grave? Non, la justification leur a été présentée. La justification leur a été présentée. Je vous ai parlé d'un droit d'être entendu. Et nous n'avons pas à donner plus d'éléments, en particulier en public, par rapport à cela. Pour terminer, justement, vous voulez rassurer la population, puisqu'aujourd'hui, ces syndicats aussi disent que finalement, vous laissez la population toute seule. On connaît ces problèmes d'incivilité en ville de Gland. Vous avez envie de rassurer la population? Oui, parce que alors, le syndicat disait d'ailleurs sur votre plateau que depuis 2007, la commune laissait tomber la population en n'ayant pas remplacé sa police municipale, ce qui est totalement faux, puisque nous avons effectivement fait le choix, c'était une possibilité dans ces années-là, de faire le choix entre le fait d'entretenir une police municipale ou intercommunale et le fait de pouvoir bénéficier finalement d'un contrat de prestation avec la gendarmerie. C'est ce que nous avons choisi. Nous avons choisi le contrat de prestation avec la gendarmerie. Et pour nous, les choses se passent bien. Ça ne veut pas dire que nous n'essayons pas parfois de poser des questions, de vérifier avec la gendarmerie si nous sommes toujours dans le tir ou pas. Je dois vous dire que honnêtement, vis-à-vis des incivilités, même s'il y a eu effectivement des incivilités qui sont passées à Gland, mais elles se sont passées dans tout le canton, y compris dans des endroits où c'était des communes intercommunales qui assuraient la sécurité. Donc c'est détestable ces incivilités, mais nous mettons tout en place pour pouvoir quand même arriver à les juguler. Aujourd'hui, est-ce que toute cette affaire n'est pas allée trop loin? On sait que le syndicat a rapporté l'affaire au niveau national, également dans la presse. Est-ce que cette affaire n'est pas allée trop loin? Écoutez, tout ça est la responsabilité, encore une fois, des ASP de ce syndicat qui ont décidé de porter ces affaires à ce niveau-là. Pour nous, ces affaires ne sont pas du tout de ce niveau. C'est des affaires qui sont traitées totalement ici, localement, et devant les instances qui peuvent permettre, le cas échéant, de juger ces affaires, mais dans tous les cas, pas au niveau du national. Gérald Créteny, syndic de la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Lors des prochaines votations du 29 novembre, vous serez amené à répondre à la question suivante. Acceptez-vous l'initiative populaire, entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement? Aujourd'hui, on en parle sur notre plateau avec nos deux invités. Julia Aledi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Conseil des jeunes du district de Nyon. Avec nous également Anastase Demetriades. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, membre cofondateur du comité local nyonnais, Initiative pour des multinationales responsables. On sait que vous attendez cette date avec impatience, mais pour justement le canton de Vaud, c'est une première à Nyon, puisque les jeunes entre 16 et 18 ans pourront faire entendre leur voix lors de 3 votes consultatifs. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette votation? En fait, on a mis en place un système de votation consultative. Ça veut dire que les jeunes ils peuvent se prononcer sur les mêmes lois, mais à titre consultatif, donc ça compte pas officiellement. Et on les explique, on est là pour répondre à des questions, en fait, le Conseil des jeunes de Nyon. Et c'est ça, en fait. Alors pour le comité de soutien créé en 2019, c'est une date évidemment très très attendue. Votre vote, un gros oui, on le sait. Avant de nous expliquer vos raisons, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée la campagne pour vous? Alors la campagne, j'ai trouvé qu'elle était remarquable. Selon les dires de plusieurs personnes qui ont l'habitude des campagnes, c'est probablement la campagne qui a été la plus poussée au niveau du comité de l'initiative à travers la Suisse, avec la création de passer 500 comités locaux qui ont œuvré justement, qui ont fait des stands de rue, qui ont fait des réunions, qui ont projeté de films pour soutenir l'initiative. Oui, comment est-ce qu'on l'explique cet engouement? Parce qu'on l'a vu à Nyon, plusieurs banderoles sur les balcons, voilà, ces manifestations, ces stands plutôt. Comment est-ce qu'on explique cet engouement? Écoutez, il me semble que la raison principale, c'est que cette initiative ne provient pas d'un tel ou tel autre parti politique. C'est le monde civil qui a lancé cette initiative avec, si ma mémoire est bonne, à peu près 180 entités qui soutiennent l'initiative à travers tout le pays.
Alors aujourd'hui, le fait que des jeunes puissent voter, justement donner leur voix, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Oh, c'est extraordinaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ravi de la présence de Madame sur ce plateau, parce que les jeunes qui ont le droit ou qui n'ont pas le droit de voter sont concernés, à mon avis, par cette initiative, parce que c'est l'image future de la Suisse qui est en jeu là. Alors ce futur, parlons-en, il peut paraître un peu obscur. En quelques mots, vos mots de jeunes, qu'est-ce que vous avez compris de cet objet de votation? Moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est super pertinent pour notre futur. Et vu que les lois qui sont mises en vigueur maintenant, elles vont être ressenties plus tard, moi, je trouve tout à fait pertinent qu'on se prononce là-dessus. Et pour moi, la loi, elle est tout à fait importante. Et je trouve qu'elle est assez complète aussi. Et je veux dire que des fois, en tant que jeune, on peut regarder dans le futur et se sentir un peu démuni ou angoissé presque. Parce que c'est vrai que c'est assez obscur. Mais du coup, de pouvoir se prononcer là-dessus et essayer de changer quelque chose ou vraiment, surtout avec les entreprises, c'est très intéressant. Ouais, Anastas Demetriades, justement, quels sont vos arguments? Pourquoi voter oui ce 29 novembre? Pourquoi voter oui? Il y a beaucoup d'arguments, hein. Là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est essentiellement pour dire que nous ne pouvons pas, nous Suisses, ou nos entreprises suisses, faire ailleurs ce que nous n'avons pas le droit de faire chez nous. Polluer l'air, polluer l'eau, déplacer des populations, etc., etc., etc. Et ça, chez nous, on n'a pas le droit de le faire. Alors nous, on ne doit pas avoir le droit de le faire ailleurs. Alors aujourd'hui, quelles sont les entreprises que vous visez concrètement? Parce qu'il y en a. Alors il y a des entreprises, le projet de loi les prévoit. Ce sont les entreprises qui ont leur siège, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse. Et ceci, je le dis haut et fort, ne concerne pas la grandissime majorité des PME, c'est marqué noir sur blanc. Parce que c'est une crainte, hein, justement. Ah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. À Infrarouge, on nous a dit 80 000 PME. Non, les seules PME, c'est celles à risque, c'est celles qui concernent le commerce des matières premières, diamants, or, cuivre ou bois tropicaux. En votant oui, est-ce qu'on prend le risque justement de perdre ces grandes multinationales en Suisse? Alors, nullement. Alors, je ne vois pas Nestlé, qui n'est pas le plus mauvais élève, entre parenthèses, quitter la Suisse, mais même Glencore, qui est une des multinationales qui est probablement la plus visée, à ma connaissance, elle a déclaré qu'elle ne quitterait pas la Suisse, même en cas de oui à l'initiative. Alors, je sais que vous êtes un fervent défenseur de cette cause, mais comment est-ce que vous en êtes venu finalement à devenir la tête de gondole de ce comité local? Oh, écoutez, c'est par un pur hasard. D'abord, ça convient à mes convictions. Et puis, d'autre part, il y a eu un contact avec le comité de l'initiative qui a souhaité créer, comme j'ai dit tout à l'heure, tout un nombre de comités locaux pour soutenir l'initiative en vue de convaincre les citoyens de voter oui. Julia Aledi, d'autres votations qui vont venir, le fait que ces jeunes puissent s'exprimer, quels sont surtout vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Nous, on souhaite que les jeunes y participent un petit peu plus que maintenant dans les votations et aussi qu'on puisse prendre responsabilité du futur et s'impliquer là-dedans. S'impliquer là-dedans, vous en aurez justement l'occasion lors du 29 novembre. Julia Aledi, Anastas Demetriades, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous. Merci à vous. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales de mars, comme en 2016. Sacha Soldini est à nouveau candidat de l'UDC Nyonnaise pour l'élection à la municipalité de la ville. On en parle avec le vice-président de l'UDC Nyon, Marco Carenza. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Après avoir renoncé à se présenter au second tour des élections à la municipalité en 2016, justement, dans le but de faire passer ses colistiers du centre droit, Sacha Soldini se présente à nouveau. La section UDC Nyonnaise a estimé qu'il mérite entièrement sa place à l'unanimité. Pourquoi ? Tout à fait. Alors,
après son retrait dans la course à la municipalité en 2016, Sacha a gagné en expérience. Il a continué à faire un excellent travail au niveau du conseil communal. C'est quelqu'un qui rassemble, qui aime débattre, qui va rencontrer aussi les autres sensibilités au conseil. Entre-temps, il a aussi pu accéder au Grand Conseil cette année. Donc ça nous fait un précieux relais, une précieuse source de propositions pour le niveau cantonal. Il est aussi vice-président du Conseil intercommunal de police. Et c'est aussi quelqu'un qui est très engagé dans la vie locale. Il a été président du sauvetage. Et c'est quelqu'un qui connaît cette ville par cœur en tant qu'enfant de Nyon. Dans le débat, justement, à Nyon, quelles sont ses forces à Sacha Soldini? Alors justement, c'est quelqu'un qui aime débattre, qui va aller rassembler pour trouver des majorités. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout qui est nécessaire quand on aspire à entrer dans un exécutif, parce que dans un exécutif, vous serez une personne avec six autres élus, et vous devrez aller les convaincre. Et Sacha a justement cette force, c'est que de un, il connaît très bien les dossiers, il les parcourt à fond, et ensuite, il adore aller convaincre les personnes, et c'est ce qui sera important, parce que la municipalité, son premier travail, c'est d'aller convaincre le conseil, et si besoin, la population, quand on se retrouve confronté à un référendum. Ouais, justement, parlons-en un petit peu de ce travail, parce que Sacha Soldini a participé activement à 3 référendums populaires. Est-ce qu'il arrivera justement à s'entendre avec ses collègues de la municipalité? Absolument, parce que sur la grande majorité des sujets qui ont été traités au Conseil, Sacha Soldini, comme le reste du groupe UDC, a toujours réussi à s'entendre avec les autres partis de centre-droit. Et maintenant, la force de l'Alliance du centre-droit, c'est justement d'avoir une diversité de partis, ce qui sous-entend aussi qu'on ne peut avoir des divergences, mais quand on a des divergences, alors on en débat, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors voilà, on a les cas des référendums où le centre-droit n'était pas tout à fait uni, mais ça a quand même permis d'avoir un vrai débat en faveur de la population. Alors votre parti était également opposé notamment aux Verts sur plusieurs référendums. On a du mal à imaginer une entente, une collégialité entre Pierre Vallenne, allez à tout hasard, et Sacha Soldini. Écoutez, Sacha Soldini fait partie du groupe interparti pour le climat, et avec l'UDC, nous avons toujours soutenu des mesures locales, des mesures mesurées, pour soutenir l'écologie. On peut notamment penser à l'optimisation des toits des bâtiments communaux pour installer des panneaux solaires. Quand on avait le référendum pour le quartier de la Sueta, là, c'était l'UDC qui défendait justement la sauvegarde des espaces verts pour avoir de la qualité de vie dans les quartiers, alors que les Verts s'y opposaient. Alors on parlera de votre programme d'ici quelques instants. Aujourd'hui, quel siège est-ce que vous visez? On ne vise aucun siège. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'UDC pèse actuellement 13% au conseil communal. Donc nous avons la légitimité pour aller chercher un siège à la municipalité. Bien entendu, comme dans chaque élection, il y aura de la concurrence, mais là, c'est le choix de la population. Nous, on entend proposer une alternative avec Sacha Soldini. Et si on arrive à renforcer le bloc du centre-droit à la municipalité, ce sera très bien. La gauche a souvent dit que pendant cette législature, elle a souvent soutenu les projets de la municipalité. Ça veut bien dire qu'une majorité de centre-droit lui convient aussi. Et vous, est-ce que ça vous convient ou pas? Pas, j'imagine. Alors, en ce moment, la majorité actuelle nous convient tout à fait. Mais si on arrive à la renforcer... Donc vous pourriez repartir sur cette proposition, sur cette combinaison. Voilà, absolument. En tout cas, nous y sommes favorables. Ouais. Pourquoi avoir attendu que Daniel Rossella donne sa décision finale avant de présenter justement votre candidat? Ce n'est pas lui qu'on attendait, en fait. Mais voilà, on a eu aussi une période d'incertitude avec la crise du coronavirus. Les délais se sont un peu allongés. Et nous avons aussi préféré attendre que les élections se rapprochent pour que le reste de l'actualité passe. On avait l'élection américaine, on a ce climat permanent de tension en raison du coronavirus. Donc ça ne faisait pas beaucoup de sens de partir trop en avance parce qu'en ce moment-là... Est-ce qu'il n'y avait pas justement une carte à jouer de montrer une initiative, de se présenter justement avant la plateforme de gauche? Non, ce sont des questions de temporalité. La plateforme de gauche a décidé de se présenter et maintenant c'est à nous de faire notre travail. Ouais, alors ce travail, parlons-en en quelques mots. Votre programme, le programme UDC, à quoi est-ce qu'il va correspondre? Alors, il faut que ça doit valoir la peine d'être citoyen nyonnais, de vivre à Nyon. Et pour ce faire, l'UDC va reprendre ses axes de campagne de 2016 qui concernaient notamment une mobilité fluide, des infrastructures routières qui conviennent à tous les types de mobilité. Il s'agit de défendre une politique raisonnable, responsable en matière de finances publiques pour éviter des augmentations d'impôts.
Il s'agit aussi de lutter contre les incivilités en donnant à la police les moyens nécessaires. Et de manière générale, il s'agit de garantir une certaine qualité de vie, notamment dans les quartiers. Je pense que le référendum sur la Ciotat l'a clairement illustré. Nous sommes favorables à des quartiers où il fait bon vivre, avec de grands espaces verts pour que les gens puissent se retrouver. Marco Carenza, vice-président de l'UDC Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le potager écolo et amical cartonne à Prangin depuis son lancement en février. Les 55 lopins ont été distribués et une dizaine d'intéressés est sur liste d'attente. On en parle avec nos invités. Caroline Sérafini, vous êtes la coprésidente du comité au potager à Prangin. Bonjour, merci. Bonsoir. Bonjour, ouais, merci d'être avec nous. Bonsoir, on va y arriver d'ici quelques instants. Enfin, ça dépend à quelle heure vous nous regardez à la maison. Avec nous également Noé Talon, trésorier du Haut Potager de Prangin. Bonjour Noé, merci d'être avec nous. Alors, ça fait quelques temps que ce potager existe. Quel bilan est-ce que vous en faites à l'heure actuelle? Alors, un bilan très positif, puisqu'effectivement, nous avons réussi à louer plus de parcelles que nous espérions au début du projet. Donc, à ce niveau-là, on a été vraiment très satisfaits. Et c'est vrai que ça a commencé les conditions un peu compliquées avec le Covid, mais on a quand même réussi à faire nos plantations, à mener à bien le projet. Et puis je dirais maintenant, la fin de la saison est là. Les gens, les membres sont globalement très contents. On a très peu de personnes qui quittent le projet. Franchement, c'est pour nous une réussite à tous les niveaux. Ouais. Et les membres qu'on retrouve régulièrement au potager, ils sont très heureux, au fait. Et c'est ce qui nous remplit de joie aussi, c'est de les voir heureux. Ouais, alors on va parler de cette ambiance ici quelques instants, mais comment est-ce qu'on explique cet engouement? À mon avis, c'est une tendance de fond qu'on voit venir. Je pense que dans les sujets que vous couvrez actuellement, c'est vrai que tout ce qui est lié à l'environnement, au climat, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une envie de retour à la terre, une envie de repartir à la base et à certaines valeurs. Et le travail de la terre et la culture, de pouvoir faire pousser ses légumes comme et par exemple les parents ou les grands-parents avaient un jardin, ça permet de revenir à certaines origines qui motivent beaucoup de personnes dans le projet, je pense. Ouais, est-ce que justement cette période de semi-confinement a permis à certaines personnes de venir vous retrouver? Est-ce qu'il y a eu un changement aussi peut-être dans la mentalité des gens à ce moment-là? Ça l'a peut-être favorisé, puisque tout le monde était un petit peu en pause, à se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire, et qu'il faisait grand beau au mois de mars, avril. Ça donnait envie d'être dehors, simplement. Donc oui, c'est possible que ça a favorisé. Après, on était quand même semi-confinés, donc c'était dans le respect. On essayait d'être pas trop nombreux sur les parcelles. Mais il y a peut-être eu une envie d'être en contact davantage avec la nature, ouais, tout à fait. Alors vous êtes situé à côté de l'aérodrome, et ça peut paraître une question toute bête, mais la terre, elle a l'air de s'y prêter tout à fait au fait à ce projet. Oui, alors tout à fait. Au niveau du terrain, c'est vrai qu'on a un agriculteur qui a choyé la terre avant, donc on avait une terre effectivement qui se prête parfaitement bien. Et nous, on continue à la choyer, donc on ne le retourne pas, on ne la laboure pas. On la couvre de paille afin d'utiliser le moins d'eau possible et d'encourager la vie dans le sol. Donc c'est vrai que pour nous, cette terre, elle est très importante et on espère qu'avec les années, on arrivera à l'enrichir de plus en plus. Ouais, alors derrière nous, justement, de très très belles images de ce potager. Bon, alors là, évidemment, le logo, là, c'est la récolte. Qu'est-ce que vous pouvez justement récolter dans le potager? Eh bien, tout. Je dirais que c'est vrai, les maraîchers qui ont designé ces parcelles potagères, ils sont partis au fait sur le principe d'offrir un maximum de diversité de légumes sur toute la saison. Même en hiver, on a encore des choses qui poussent. L'idée, c'est pas de faire des conserves et d'avoir des grosses quantités dans certains légumes, mais plutôt d'avoir au fait une diversité qui nous permet d'aller chaque semaine remplir son panier. Et pourtant, vous avez eu de grosses réserves, justement. Je crois en été, ça s'est passé, vous avez eu du surplus. Tout le monde était en vacances et les légumes étaient là, personne pour les récolter. Voilà. C'est vrai que c'est toujours le problème des vacances, quand les gens ne sont pas là. Alors, d'autres personnes se sont servies, on s'est partagé. Aussi, malheureusement, certains jardins ont été un petit peu oubliés pendant les vacances. Mais ça, c'est des choses qu'on devra améliorer l'année prochaine. Ouais. Et c'est pour ça aussi que vous voulez mettre sur pied plusieurs activités pour trouver plus de monde. Et je crois qu'en cette période, faut trouver des solutions, se réinventer. Justement, vous faites des conférences en visioconférence.
Tout à fait. Ouais. Il y en a une hier soir, je crois, mercredi soir. Exactement, qui était sur la Terre. Caroline pourra peut-être compléter par la suite, mais on a mis en place, ça c'est une volonté depuis un moment de vouloir faire des ateliers thématiques, donc faire un atelier par mois pour expliquer un sujet. Ça va être la Terre comme on a fait, ça peut être comment on va pousser une plante, on va pouvoir, ça on va définir les sujets pour l'année prochaine. L'idée c'est vraiment la transmission de connaissances. On s'est aperçu que les personnes qui sont impliquées dans le projet, impliquées dans les jardins, ont vraiment envie d'en savoir davantage. En plus de l'enthousiasme naturel qu'ils ont envie de connaître, d'apprendre énormément. Donc les maraîchers, quand ils sont sur place, font déjà beaucoup ce travail. Et on s'est dit, pourquoi pas en plus proposer des petits podcasts, des petites vidéos qui permettraient de transmettre davantage ces connaissances. Une sorte de tuto de l'agriculture. Exactement. Ouais. Alors cette transmission, elle souhaite aussi se faire dans la région, sur Nyon. Oui. Là, c'est le projet. Oui, tout à fait. Alors, on a de la chance, on a des membres enthousiastes qui ont été donc membres au potager, donc qui louaient une parcelle au potager à Prangin, dans l'idée, au fait, de s'imprégner du projet, de voir si ça leur convient. Et au fait, ces personnes ont eu l'idée donc d'exporter le projet à Nyon, puisqu'ils sont habitants de Nyon. Et c'est chose faite, un terrain a été trouvé. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne saurait que tarder. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'intéressés et ça a l'air de démarrer sur les chapeaux de roue. Noé, si on n'a pas la main verte, est-ce qu'on peut quand même venir participer à ce projet? Bien évidemment. Et je ne pense pas que c'est une histoire de main verte, mais d'envie, de curiosité. Et si vous avez envie de participer, pourquoi pas d'avoir un petit peu plus d'autonomie alimentaire aussi, ça peut être un bel objectif de venir nous rejoindre. On a plusieurs parcelles qui sont encore disponibles pour la saison prochaine. Et donc, volontiers de vous accueillir au sein de l'association au potager. À l'avenir, j'imagine l'envie aussi d'acquérir d'autres parcelles. D'autres parcelles sur le site de Prangin? Oui. Oui, tout à fait. Alors, on a une possibilité d'extension, vu qu'on a une grande parcelle autour du potager qu'on peut encore exploiter. Donc, pourquoi pas? On peut effectivement, en tout cas cette année, on a encore un agrandissement potentiel de 18 parcelles. Donc, on a de la marge. Caroline Serafini, Noé Talon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tous deux membres du comité au potager de Prangin. Merci. Merci bien. C'est tout pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. D'ici là, excellent week-end à tous.